Bienvenue dans la dernière leçon du module 3 de chimie, sens d'évolution d'un système chimique. Cette leçon, c'est la deuxième. Elle s'appelle Exemple de transformation forcée électrolyse. Et en chimie, c'est la 8e leçon. Commençons d'abord par donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'une transformation forcée. Une transformation forcée, c'est une transformation qui fait évoluer un système chimique dans le sens contraire à son sens d'évolution spontanée. Elle nécessite un apport d'énergie. Cela veut dire, si on a un système chimique qui n'évolue pas, c'est-à-dire les espèces chimiques ne réagissent pas entre elles, en apportant de l'énergie à ce système, on le force à réagir. La réaction qui se passe s'appelle transformation forcée. Lorsque la transformation est forcée, le quotient de réaction initialement égal à K s'éloigne de cette valeur. Puisque le système chimique n'évolue pas initialement, donc on dit qu'il est à l'équilibre. Ça veut dire que son quotient de réaction initiale est égal à la valeur K. Lorsqu'on lui apporte de l'énergie, il est forcé de réagir et son quotient de réaction s'éloigne de la valeur K. Soit il devient supérieur à K, soit il devient inférieur à K. Ce schéma compare les transformations spontanées et les transformations forcées. Dans les piles, on avait des transformations spontanées. C'est-à-dire qu'initialement, le quotient de réaction il est différent de la valeur de K. Soit il est plus petit que K, soit il est plus grand que K. Donc, lorsque la pile fonctionne, le quotient de réaction tend vers la valeur de K. Soit il diminue pour atteindre la valeur de K, soit il augmente pour atteindre la valeur de K. Pour les transformations forcées, initialement, le quotient de réaction est égal à la valeur de K, puisque le système n'évolue pas initialement. En lui apportant de l'énergie, on le force à réagir et la valeur du quotient de réaction s'éloigne de K. Soit il devient plus grand, soit il devient plus petit. Donnons un exemple d'une transformation forcée. Prenons par exemple une solution contenant des ions cuivre et des ions bromure. Dans cette solution, il n'y a pas de transformation visible. Ça veut dire que le Cu2+ ne réagit pas avec Br-. Prenons un tube en U. Ce format de tube s'appelle un tube en U parce qu'il a la forme de la lettre U. Dans ce tube, on plonge deux électrodes. Une électrode de graphite dans la branche à gauche et une autre dans la branche à droite. Et ici, à l'intérieur de ce tube, on a un mélange réactionnel contenant par exemple ces ions cuivre et les ions bromure. En laissant le système tel qu'il est, il n'y a pas de réaction. Ça veut dire que les ions Cu2+ ne réagissent pas avec Br-. Mais en apportant de l'énergie grâce à un générateur de courant continu, c'est-à-dire on ajoute un générateur à ce tube en U, on branche le pôle négatif du générateur à l'une des électrodes et le pôle positif à l'autre électrode et un interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, ce générateur impose un courant électrique et impose un déplacement des électrons dans l'autre sens. Donc, en appliquant cette tension, on voit que les ions Cu2+ réagissent avec les ions Br-. Donc, il y a eu réaction grâce à l'ajout de ce générateur dans le circuit. En appliquant une tension électrique continue entre les électrodes plongeant dans ce système chimique, ils se forment respectivement du dibrome et du cuivre. Ça veut dire que Cu2+ devient Cu et Br- devient Br2. Donc, il y a eu réaction. Cette réaction est une transformation forcée. Donc, le système chimique évolue dans le sens inverse au sens spontané. Donc, ça veut dire que le sens spontané de cette réaction, c'est le mélange du dibrome et du cuivre, il va donner Cu2+ et Br-.
Mais si on mélange les deux, il n'y a pas de réaction spontanée. En ajoutant ce générateur au circuit, il y a réaction entre Ce2+ et Br-. C'est une réaction forcée et ça veut dire que le système évolue dans le sens inverse du sens spontané. Comme conclusion, on peut réaliser une transformation forcée qui est rendue possible grâce au générateur qui impose le transfert d'électrons. Donc, si on nous demande s'il s'agit d'une réaction forcée ou d'une réaction spontanée, chaque fois qu'on voit un générateur dans le circuit où se trouve le système chimique, on dira qu'il s'agit bien d'une réaction ou bien d'une transformation spontanée. On va donner l'exemple d'une transformation spontanée qui s'appelle l'électrolyse. Et on va aussi donner le mouvement des porteurs de charge lors de cette électrolyse. Donc, l'électrolyse est une transformation forcée due à la circulation d'un courant électrique imposé par un générateur. S'il n'y a pas de générateur, il n'y a pas de transformation forcée, il n'y a pas d'électrolyse. Donc l'électrolyse est une transformation forcée qui est réalisée grâce à l'ajout d'un générateur qui va imposer un courant électrique. Le générateur fournit de l'énergie électrique nécessaire pour imposer au système d'évoluer dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée. Cela veut dire que ce générateur, en imposant ce courant, il donne de l'énergie électrique au système chimique. Cette énergie va pousser le système chimique à réagir dans le sens inverse au sens spontané d'évolution. Maintenant, voyons le mouvement des porteurs de charge. Dans ce schéma, on voit le déplacement des porteurs de charge comme dans les piles. Les électrons sortent de la borne négative du générateur vers l'une des électrodes. Par contre, le courant circule dans le sens opposé, il sort de la borne positive. Dans le mélange réactionnel, les cations se dirigent vers l'électrode reliée à la borne négative. Par contre, les anions se dirigent vers l'électrode reliée à la borne positive. Donc, dans une électrolyse, on est amené à donner le mouvement des porteurs de charge. Les électrons sortent de la borne négative, les anions se dirigent vers l'électrode liée à la borne positive, les cations dans le sens opposé à celui des anions. Donc on dira que les cations chargés positivement se déplacent dans le sens du courant, alors que les anions chargés négativement se déplacent dans le sens inverse. C'est-à-dire le courant circule dans ce sens, les cations circulent dans le même sens. Les anions, ils ont le sens du mouvement des électrons, c'est-à-dire le sens opposé à celui du courant. Maintenant, on va parler des réactions qui se passent au niveau de chaque électrode. On appellera ça réaction aux électrodes. Prenons par exemple une électrolyse de chlorure d'étain, c'est-à-dire une électrolyse d'un mélange qui contient les ions étain, Sn2+, qui forment les cations, et les ions Cl- qui forment les anions. Et on branche un générateur aux électrodes plongées dans cette solution. Les cations vont se déplacer vers l'électrode reliée à la borne négative, comme dit précédemment. Les anions Cl- vont se diriger dans le sens opposé. Maintenant, on va voir quelles sont les réactions qui se passent aux électrodes. Lorsque le cation Sn2+ arrive à l'électrode liée à la borne négative, il va gagner les électrons qui viennent sur cette électrode. Donc, il y aura une réduction. Donc, au niveau de l'électrode reliée au pôle négatif, il y a réduction, c'est la cathode. Et on a dit dans les piles, chaque fois qu'il y a réduction au niveau d'une électrode, cette électrode s'appelle cathode. Faites attention, ne reliez pas la cathode et l'anode à la polarité. Il faut les relier à la réaction de réduction ou bien à la réaction d'oxydation. Donc, au niveau de la cathode, on aura OX1 plus N1 électron donne RED1. Dans notre cas ici précis, on aura Sn2+, plus 2 électrons donne Sn. Donc, au niveau de cette électrode,
on va voir le dépôt de l'étain, le métal éteint. Les ions Cl- qui vont vers l'électrode reliée à la borne positive. En arrivant au niveau de cette électrode, il libère les électrons. Il s'agit bien d'une oxydation. Donc, au niveau de l'électrode reliée à la borne positive, il y a oxydation. Donc, c'est la note. Généralement, donc, on a Rad2 qui va donner OX2 plus N2 des électrons. Dans notre cas précis, on aura Cl- qui va donner Cl2. Selon la demi-équation, 2Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Si on nous demande d'écrire l'équation bilan de l'électrolyse, on va faire la somme des deux demi-équations en faisant attention au nombre des électrons. C'est-à-dire, on aura l'équation bilan suivante. N2 fois OX1 plus N1 fois Rad2 donne N2 fois Rad1 plus N1 fois OX2. Dans notre cas particulier, on aura la somme de ces deux demi-équations qui va donner Sn2 plus 2Cl- qui donne Sn plus Cl2. Donc on aura un dépôt de métal Sn à cette électrode et un dégagement gazeux du chlore sur l'autre électrode. Pour les exercices de l'électrolyse, on va nous demander de calculer par exemple la quantité d'électricité, le nombre d'électrons échangés, l'intensité du courant, comme dans les piles. On va appliquer les mêmes règles que les piles. Donc, au cours d'une électrolyse réalisée pendant une durée delta de T, avec un courant d'intensité I, la quantité d'électricité qui traverse une section circulaire électrique s'exprime par la relation Q égale I fois delta de T. Donc, c'est la même relation que les piles. On peut relier cette quantité d'électricité à la quantité de matière des électrons. Donc, cette quantité d'électricité est liée à la quantité d'électrons Ne transférés d'une électrode à l'autre, sont liés par la relation la quantité égale Ne fois le Faraday. N'oublions pas que le Faraday, c'est Na fois E, la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire. Finalement, on va donner quelques applications de l'électrolyse. La première application, par exemple, la purification des métaux. Si on sort d'une minerai un métal qui n'est pas pur et l'est mélangé avec d'autres impuretés, on réalise l'électrolyse de ce métal pour le purifier. C'est-à-dire que l'électrolyse peut servir à purifier des métaux. On utilise le métal impur à l'anode et on récupère à la cathode du métal pur. Cette opération s'appelle anode soluble, car le métal qui est impur constitue l'une des deux électrodes et il se dissout progressivement jusqu'à disparition. Deuxième application, on peut utiliser l'électrolyse pour produire des gaz et des métaux, comme l'exemple précédent. On avait le gaz chlore au niveau d'une électrode et le métal Sn dans l'autre. Donc on peut produire du gaz oxygène, hydrogène, chlore. On peut produire les métaux comme le zinc, le fer, l'aluminium. Donc c'est une méthode de production des gaz et des métaux. Donc l'électrolyse peut servir à produire un gaz ou un métal. On peut citer un dernier exemple, la galvanoplastie ou bien plaquage. On utilise cette méthode pour couvrir des objets par des métaux. Donc, le plaquage d'objets par électrolyse sert à recouvrir des objets d'une mince couche régulière d'un métal généralement précieux. Par exemple, on peut couvrir un objet par l'or, ou bien par l'argent, ou bien par le nickel, ou bien par le chrome. Ça s'appelle dorure, argenture, nickelage ou bien chromage. C'est la fin de cette leçon, exemple de transformation forcée et électrolysée. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.